Bonsoir à tous. Alors, on vous remercie à nouveau d'être bien présents avec nous ce soir pour ce webinaire sur comment débuter ou comment se perfectionner en randonnée. Donc, on en est au 6e épisode. Donc, déjà, ça y est, on a passé plus de la moitié. Je rappelle qu'on a des épisodes sur des sujets différents liés à la rando tous les mardis et tous les jeudis à partir de 19h, tout au long du mois de juin. Voilà. Ce webinaire, il est organisé donc par la Fédération française des clubs alpins de montagne, la Fédération française de la randonnée, en partenariat. De mon côté, donc, je suis Cécile Munch, agent de développement montagne au niveau du comité départemental des clubs alpins de montagne des Pyrénées-Atlantiques. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue, on est dans le bureau à côté, de la Fédération française de la randonnée au niveau du comité départemental. Voilà, j'en dirai un petit peu plus sur lui juste après. Avant de commencer, avant toute chose, je suis chargée de donner le nom du grand gagnant du tirage au sort qu'on organise après chaque épisode parmi les personnes qui auraient liké la vidéo avec le partenaire de la FFCAM qui est Ternua. Donc le gagnant de l'épisode de mardi soir est Yannick Anglade. Voilà, donc peut-être qu'il est avec nous ce soir et s'il n'est pas avec nous, on va vite... nos services vont vite prendre contact avec lui prochainement. Voilà. Pour ce soir, le gagnant aura le bonheur de pouvoir gagner une paire de gants Courel de chez Ternua. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la petite vidéo et vous serez peut-être parmi les heureux gagnants. Venons-en au fait ce soir, donc 6e épisode, comment s'orienter en montagne. Pour ça, on reçoit donc Frédéric Brisson, il est accompagnateur en montagne au bureau des guides de Pau. Il est technicien rando, donc je l'ai dit au niveau du comité de la randonnée, comité départemental de la randonnée pédestre, des Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà, on a une des bonnes personnes pour pouvoir parler d'orientation. Il va nous aider à nous y retrouver un petit peu dans les bases et les prérequis vraiment indispensables pour pouvoir s'orienter en montagne, qui, je le rappelle, est gage de sécurité, mais aussi d'autonomie pour tout randonneur. Il va aussi nous aider à nous y retrouver un petit peu dans tous les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir s'orienter, en nous disant ce qu'il trouve plutôt chouette ou ce qu'il trouve plutôt comme un inconvénient dans les outils qu'on peut avoir à notre disposition. Donc, je vais le laisser commencer sa présentation sans tarder. Et de mon côté, je vous retrouve juste après pour un temps de questions-réponses. À toi, Fred. Oui, donc bonsoir à tous. Donc voilà, donc comme le disait Cécile, je m'appelle Frédéric Brisson, donc je suis technicien rando, chargé de développement à la Fédération française de randonnée pédestre. Et ce soir, je ne vais pas faire de vous des spécialistes de la cartographie d'orientation, puisqu'effectivement, donc c'est quand même de l'expérience à acquérir, mais aussi des formations qui sont réalisées diverses et variées. On en reparlera, mais au moins déjà ce soir, ça va être juste de vous montrer les bases un petit peu de tout ce qui est cartographie, un tout petit peu d'orientation, vous montrer qu'en fait la cartographie c'est un monde, l'orientation ça l'est aussi, et que maintenant, en plus des cartes qu'on connaissait tous, donc des cartes de randonnée, il existe aussi des multiples autres outils qui ont tous à la fois leurs avantages et à la fois leurs inconvénients. Et donc, c'est pour essayer un petit peu de débroussailler tout ça aujourd'hui. Après, libre à vous justement d'utiliser telle ou telle chose pour préparer vos sorties ou pour faire vos sorties. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme j'y reviendrai plus tard, les meilleurs outils, c'est ceux qu'on maîtrise et c'est ceux qu'on apprécie. Donc, du coup, que certains utilisent certaines choses ou d'autres, c'est à vous de juger. Et certains outils correspondront bien à certains et pas à d'autres. Enfin bref. Donc, tout ça, déjà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la base de tout ça, c'est que ce soit, quel que soit l'outil qu'on utilise, on s'appuie sur de la cartographie. Et sur la cartographie, donc qu'est-ce que c'est la cartographie? C'est juste une petite définition pour commencer. Donc la cartographie, c'est la représentation la plus fidèle possible, on va dire, de tout ce qui nous entoure, en sachant que cette représentation, on va la faire sur une surface plane, alors que la Terre, elle est ronde, il y a du relief, c'est très grand, c'est variable, etc., etc. En bref, c'est pas très très simple. Il y a des choix qui ont été faits pour pouvoir représenter sur un plan
de manière simple. Et ça nécessite, il y a pas mal de méthodes pour le faire. Et on dit que du coup, ça peut être variable, donc effectivement, suivant les pays, mais ça peut aussi être variable suivant les cartes qu'on utilise, suivant voilà, les choix qu'on fait. Alors, si c'est possible de me mettre un petit peu en plus grand, je vous ai amené déjà un certain nombre de cartes de manière à vous montrer qu'il y a plein de cartes. Et que, donc là, on a la carte IGN classique. Alors, je me suis focalisé uniquement sur les cartes de randonnée. Donc, du coup, ça, c'est la carte IGN, ce qu'on appelle la top 25, qui est le plus classique pour s'orienter en randonnée. Donc, on reviendra sur la définition du 25, etc., etc. Mais après, il y a plein d'autres cartes qui peuvent exister. On peut avoir un peu la même, mais sauf que par contre, elle est en 50 millième. On peut avoir des cartes qui sont éditées pas forcément par l'IGN. Donc là, c'était dans les écrins une vieille carte, celle-ci. Plutôt assez vieille carte, donc en 50 millième. Je vous ai amené juste pour définir aussi une carte non faite en partenariat avec la France, mais qui est espagnole. Donc c'est sur Ordessa, donc par chez nous, vu qu'on est sur un épisode pyrénéen. Et pour le fun, je vous ai apporté aussi une carte, donc faite par l'Irlande, et qui est encore une autre façon de voir les choses, en sachant que bien évidemment, sur toutes ces cartes, et bien en fait, il y a des choix qui sont faits dans la représentation du milieu tout autour qui est défini à la carte, qui sont spécifiques à chaque pays, et c'est justement ça qu'on va voir. En tout cas, pour tout le reste, là, on va se baser en fait pour discuter sur la première carte que je vous ai montrée, qui est la carte IGN Top 25, parce que c'est celle qui est grosso modo, déjà on est en France, et en plus de ça, c'est celle qui est quand même très utilisée et qui est la plus agréable et la plus complète à utiliser pour de la randonnée et pour pouvoir définir donc les éléments de cartographie. Donc du coup, on peut revenir maintenant au diaporama. Donc, pour vous dire que, effectivement, donc, ce qui est important à dire, c'est que donc, les cartes, souvent, on regarde juste la carte, donc où on est, etc. Mais il y a une chose qui est très importante que vous voyez sur votre côté gauche, qui est l'ensemble du bandeau qui est avant et qui permet de définir toutes les références des cartes. C'est-à-dire que la carte, elle est basée sur certaines choses et il y a des références qui sont valables pour toutes les cartes. Notamment, ce qui est important, c'est que déjà, on définit, donc on le voit à gauche, que par exemple, il y a une certaine projection. Parce que pourquoi une projection? C'est que la carte, elle permet de représenter quelque chose qui est rond sur une surface qui est plate. Donc en gros, on découpe plus ou moins, pour faire simple, on découpe des quartiers d'orange de ce qui est rond et on les aplanit pour pouvoir faire des cartes. Donc ça, c'est une version un peu imagée, mais grosso modo, une projection, c'est un petit peu ça. Donc parfois, c'est des quartiers d'orange, parfois c'est des cônes, c'est des triangles qu'on découpe, etc., etc. En tout cas, bref, on aboutit à quelque chose à la fin qui est une carte toute plate et qui essaye en tout cas le mieux possible de représenter la réalité du terrain. Donc il y a ça. Ensuite, ce qui est la deuxième chose la plus importante de la carte, c'est l'échelle. Donc là, vous l'avez effectivement qui est marqué bien au milieu de la légende, donc ce qu'on appelle la légende, ce qui est tout à gauche, qui est une échelle au 1,25 millième. Donc ça veut dire que 1 cm sur la carte mesurée fait 25 000 cm sur le terrain. Donc 250 mètres. 25 000 cm, ça fait 250 mètres. Donc, si on a effectivement les top 25, donc celles qu'on utilise le plus en rando, donc 1 cm fait 250 mètres. Par contre, si on a une carte de randonnée un peu plus grande, comme on avait celle sur le Béarn tout à l'heure, qui est 1,50 millième, donc 1 cm fait 500 mètres. Donc, vous voyez que là, effectivement, de toute façon, la définition est déjà beaucoup plus importante et que du coup, il y aura de fait écrit sur la carte des choses avec un petit peu moins de précision. Par contre, qu'on pourra effectivement voir on pourra avoir une vue d'ensemble beaucoup plus importante. Donc, plus on va avoir des cartes qui vont avoir des échelles qui vont être grandes, plus on va avoir une vue d'ensemble, plus on va avoir des cartes qui sont avec des chiffres là, 1 25 000, etc., voire un 15 000, un 10 000 pour les cartes de course d'orientation, plus ça va être une échelle qui va être basse et plus ça va être une échelle qui va être fine et précise. Donc ça, l'échelle, c'est important. Ça permet aussi, du coup, sur la carte de mesurer les distances, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt assez agréable et c'est très important. Ensuite, dans une carte, il y a toujours aussi une orientation. Donc là, vous le voyez, pareil, de toute façon, sur la gauche, en fait, il y a des flèches.
qui indique le haut de la carte, avec marqué des choses qui sont plus ou moins claires et plus ou moins confuses, ça dépend des gens, je pense. Donc on a bien évidemment, si vous arrivez à lire le bord de la carte, donc au niveau vertical, je veux dire, excusez-moi. Et ensuite, on a deux choses qui sont marquées, NM et NG. En fait, ça, c'est la définition de l'orientation des nords. Pourquoi des nords? Parce qu'en fait, il y a plusieurs nords. Il existe plusieurs nords, plusieurs endroits qui sont le nord. On a le nord géographique, qui est le haut, en fait, de votre globe, et c'est de là que sont découpés tous les quartiers d'orange qu'on a autour de la Terre qui correspondent aux fuseaux, etc., etc. Et on a aussi un nord magnétique qui n'est pas forcément exactement au même endroit que le nord géographique. Et ce nord magnétique, donc du coup, il y a une certaine différence entre les deux qui est appelée une déclinaison, mais ça, c'est pas très important. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc globalement, sur une carte, classiquement, alors jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, maintenant c'est un tout petit peu moins vrai, là on le voit sur cette carte qui est plutôt très récente, souvent le nord est plutôt indiqué en haut de la carte. Ça, c'est une convention. C'est un truc qui est valable sur toutes les cartes, en tout cas de notre côté de l'hémisphère, et en tout cas en France. Donc le nord est plutôt en haut. Alors avant, jusqu'à il y a quelques temps, le nord était totalement calé sur le bord vertical de la carte, donc bien au milieu. Là maintenant, c'est plus tout à fait vrai, et vous voyez qu'il y a un décalage. Donc, ce qui peut occasionner quelques problèmes de lecture d'angle pour viser des distances ou des choses comme ça. Mais bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le nord est plutôt en haut. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est que sous nos latitudes, notamment en France, en fait, la différence entre le nord magnétique et le nord géographique, donc les deux pointes qu'on voit là entre la flèche rouge et la flèche noire, il y a un angle qui est très faible. On considère que chez nous, c'est à peu près, c'est très très minoritaire. Par contre, il y a des pays, et dans d'autres hémisphères et dans d'autres régions du monde, en fonction de là où ils se trouvent, qui peuvent avoir des différences entre les nords géographiques et les nords magnétiques qui peuvent être très très importants. C'est-à-dire que par exemple, quand on voit en Nouvelle-Zélande ou au Canada, on peut avoir 20 degrés d'angle entre les deux, donc ce qui peut faire des grosses différences. Donc entre ce que vous lisez, à quoi sert le nord géographique? En fait, c'est ce que indique votre boussole, et la carte, ce qu'elle indique derrière, il peut y avoir des grosses différences entre le nord magnétique et le nord géographique. En tout cas, ça c'est important, effectivement, de l'avoir, et c'est l'une des conventions qu'il y a dans les cartes. Donc le nord est plutôt en haut. Donc ça, c'est important. Et après, ce qu'il y a aussi dans la légende, ce qu'il y a dans ce bandeau qui est important, c'est qu'on a un certain quadrillage. Donc là, il est bleu. Alors, on ne le voit pas ici sur cette carte, mais il y a aussi se surimpose aussi un quadrillage noir. Et en fait, c'est les quadrillages liés aux coordonnées GPS. Et donc, on peut mesurer des coordonnées GPS directement sur les cartes. Donc, ce qui peut être intéressant et ce qui permet voilà, d'avoir les coordonnées GPS un peu en direct. Et ça peut être intéressant. Mais ça, on y reviendra un petit peu dessus. Et donc il y a les coordonnées GPS potentiellement. Et effectivement, donc sur ce bord de carte, donc ça, c'était toute la base du haut là qu'on voyait en haut à gauche. Et après, tout ce qui est en bas, alors je ne vous ai pas mis la totalité, on a ce qu'on appelle la légende, donc qui est l'ensemble de ce qui est montré sur la carte sous forme visuelle et ce à quoi ça représente. Alors là, je vous ai juste mis le haut qui indique que du coup, les autoroutes sont en bleu, les routes à deux chaussées sont en rouge, etc., etc. Les petites routes sont noires, etc. Mais la légende, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus grand que ça. Et il y a même la légende, elle est souvent un peu petite sur la carte, mais elle représente l'ensemble de ce qu'il y a sur la carte. Par contre, il peut y avoir toutes les autres choses qui ne sont pas sur la carte, font partie d'une base de données qui est très, très importante, et il y a un livret de plus de 20 ou 30 pages au niveau de l'IGN, puisque ça, c'est l'IGN, l'Institut géographique national français qui édite ça, qui a un livret donc total avec l'ensemble de tous les éléments qu'on peut trouver sur une carte. Alors juste ici, pour vous préciser donc comment est-ce que cette carte, et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte, parce que c'est ça l'objectif que je veux vous montrer ce soir en vous montrant cette carte, c'est que en fait déjà sur une carte comme ça, simple ou un 25 000, donc là, pour le coup qui indique un endroit dans le Pays Basque,
il y a déjà énormément de choses qui sont marquées. Donc quand je dis énormément de choses, c'est-à-dire que on a déjà bien évidemment tous les noms de lieux, tous les noms de sommets, etc., etc. Les éléments touristiques. Donc là, les noms de lieux, les noms de sommets, ils sont classiquement en noir. Donc là, on voit le sommet d'Abosé, le Gorospil, le col de Gorospil, Gorospil-les-Poas, certains pics, etc., etc. Donc ça, c'est tout le temps, dans l'IGN sur les top 25, c'est tout le temps écrit en noir. Ensuite, les éléments touristiques, on en voit un qui est un petit peu sur la droite, donc qui sont inscrits en rouge. Donc là, c'est pour les gîtes, pour les refuges, pour les églises, pour les choses comme ça. Donc là, il n'y en a qu'un seul. Ça, c'est plutôt un peu en rose. Ensuite, ça va être un peu petit, mais effectivement, de manière générale, en noir, on va avoir les routes, les chemins, les pistes forestières. Donc là, on devine en fait une route un petit peu en bas à droite dans le fond. On voit par contre particulièrement bien effectivement les traits noirs qui représentent les chemins. Donc les chemins plus ou moins gros, plus ou moins interrompus. Donc on a la définition de entre pistes, entre chemins, entre sentiers. Et donc on a des traits qui sont plus ou moins foncés et plus ou moins discontinus, mais c'est les traits noirs, tout le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette carte IGN Top 25? On a les cours d'eau, dont la convention est de les mentionner en bleu. Donc sur une carte IGN Top 25, tout ce qui est en bleu et en général en fond de vallée, on le voit bien. Donc c'est les cours d'eau, mais sont aussi recensés les lacs, les étangs, les sources aussi sont marquées avec un petit SCE sur les cartes qui correspond à source, qui est l'acronyme de source. Et alors le livret IGN, là j'ai une petite question. Le livret IGN, on peut l'avoir directement sur l'IGN. On peut le commander directement sur l'IGN. Ensuite, pour revenir dessus, après, un truc important aussi, donc on voit très bien ici, donc on a la végétation. Donc la végétation, elle est en vert, et donc c'est les endroits, classiquement, donc ça veut pas, les endroits blancs ne veulent pas forcément dire qu'il n'y a pas de végétation, loin s'en faut dans le Pays Basque. Mais par contre, c'est la végétation plutôt arborée, c'est-à-dire les forêts. Donc on va avoir une définition de là où sont les forêts et de là où sont les autres espaces qui ici, pour ce lieu-là concernant, donc ça va être plutôt les estives, les prairies, etc., qui restent en blanc. Mais par contre, donc les forêts vont être totalement en vert. Et même si on regarde plus précisément sur une carte IGN, on définit même les types de forêts. C'est-à-dire que si on regarde sur la légende et définit si la forêt est plutôt une forêt de feuillus ou si la forêt est plutôt une forêt de conifères. Donc là, on n'a pas la précision ici et puis on n'ira pas voir ce soir. Mais voilà, pour vous dire que normalement, on peut aussi voir ça sur la carte. Donc on a cette partie-là. Ensuite, une autre partie qui existe sur la carte, ici sur cette carte, on le devine assez peu, mais il y a ce qu'on appelle un estompage. C'est-à-dire qu'une convention qui a été prise sur toutes les cartes top 25, c'est qu'on va essayer d'estomper certains versants de la carte pour les faire ressortir et montrer qu'il y a un relief qui est plus important. Et pour ça, en fait, la convention qui a été prise, c'est d'appliquer comme si le soleil arrivait du côté nord-ouest. Donc, il arrivait du nord-ouest, donc c'est-à-dire en haut à gauche de votre carte. Et du coup, il éclairait le côté, effectivement, au soleil. Et du coup, il mettait à l'ombre le côté qui était derrière la crête. Donc ça, c'est une convention. Alors, c'est une convention qui, au départ, est un peu déstabilisante parce que, classiquement, le soleil, il est plutôt au sud. C'est-à-dire qu'il se lève à l'ouest, il se lève à l'est, il court et il se couche à l'ouest et en passant un peu vers le sud. Donc, en général, les versants ensoleillés sur le terrain sont plutôt au sud, alors que ici, sur la carte, la convention fera que les versants qui sont ombrés, donc on appelle ombrés ou estompés, ce sera plutôt les versants au soleil. Donc c'est une petite gymnastique de l'esprit à faire pour réussir à bien mesurer ça, mais par contre ça permet d'imaginer un petit peu plus facilement le relief. Et enfin, la dernière chose dont je ne vous ai pas encore parlé
qui est peut-être le plus important pour la randonnée, et notamment la randonnée en montagne, donc ce qui va nous concerner sur toutes les zones de montagne, c'est qu'il y a une représentation du relief, et cette représentation du relief, elle est faite par des courbes de niveau. Donc, les courbes de niveau, donc c'est là où on attaque dans le dur. On va essayer quand même de faire un petit peu simple pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce que c'est. Donc, diapo suivante. J'ai essayé de faire une diapo suivante qui permettra de montrer de manière schématique un petit peu ce qu'est une courbe de niveau. Donc, si on imagine donc en haut à gauche deux montagnes avec au milieu une dépression, au milieu, donc on va creuser. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir les courbes de niveau en découpant le terrain par plan horizontal et équidistant. C'est-à-dire que chaque point qui sera sur la même ligne, elle sera exactement à la même altitude. Donc ça va permettre de découper en tranches tout le relief à intervalles réguliers. Alors ici, vous voyez, là, ce qui a été défini comme convention, donc les tranches régulières, donc on appelle ça l'équidistance. C'est la distance entre deux tranches. Et là, dans l'exemple qui a été pris, mais ce qui n'est pas le cas sur les cartigènes, donc là, l'équidistance a été de 5 mètres, c'est-à-dire qu'entre chaque tranche, il y a une différence de 5 mètres d'altitude, donc de niveau, de 5 mètres d'altitude entre chaque tranche. Et classiquement sur les cartes IGN Top 25, donc l'équidistance, elle est de 10 mètres. Donc on va avoir des échelons de 10 mètres. Et ces échelons de 10 mètres, le bord de ces échelons représentant la même altitude, on va les remettre, les faire se transposer et les projeter en fait sur un plan. Et on va avoir les courbes de niveau qui vont se dessiner. Et donc on va représenter ces courbes de niveau. Et ces courbes de niveau-là, elles vont permettre, donc comme on le voit là sur l'image en bas à droite, ces courbes de niveau-là, plus elles sont rapprochées, plus ça indique que le plan il est pentu. Plus elles sont éloignées les unes des autres, plus c'est plat, forcément, par définition. Lorsqu'un espacement est constant entre les courbes de niveau, ça veut dire que c'est vraiment totalement plat. Mais aussi, ça permet de définir des endroits où on a des talwegs, donc des creux dans la montagne, ou des endroits où on a des avancées, donc des croupes, ou des crêtes, par exemple. Et on peut avoir donc soit des pics, soit des dépressions qui sont représentées. Après, ce qui est important aussi, et ce qui est mentionné aussi dans les cartes, donc typiquement ce qu'on voit en bas à droite, c'est ce qui est représenté sur une carte. Et on peut avoir des éléments particuliers aussi, qui sont par exemple, là, vous voyez à droite, un petit peu à droite, un truc qui est marqué un abrupt, c'est-à-dire un espèce de râteau. Et vous voyez que si vous transposez sur ce à quoi ressemble vraiment le terrain, en fait, c'est vraiment un tombant de falaise. Et ça sera aussi représenté sur la carte. Donc, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont montrées sur la carte. Et en étudiant bien une carte, en fait, on arrive à bien pouvoir s'imaginer ce que pourra être le terrain quand on sera sur place. Alors parfois on se trompe, hein, ça arrive de pas tout à fait imaginer vraiment la chose, mais quand même globalement, ça donne des bonnes idées en croisant entre le relief, l'hydrographie, donc l'ensemble des cours d'eau, est-ce qu'il y a des chemins ou est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des refuges ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a de la végétation arborée? Est-ce qu'il y a une forêt ou est-ce que c'est plutôt un terrain de lande? Va être aussi représenté les zones où il y a des rochers, donc qui vont être représentés en gris. Donc tout ça, c'est représenté sur une carte, type carte de randonnée, type Top 25. Donc avec un peu d'habitude et en préparant ces sorties, on arrive à imaginer où est-ce qu'il faudrait passer et comment est-ce qu'il faudrait faire pour passer. Et c'est pour ça que du coup, justement, on va arriver à ce qui nous intéresse maintenant, qui est... ce qui est très important quand même, c'est qu'une carte, donc certes, il y a tout dessus, mais bien évidemment une carte papier, mais c'est valable aussi sur toutes les autres cartes numériques qu'on peut trouver, elles n'ont valeur qu'à un instant donné, c'est-à-dire quand elles ont été conçues. Et en l'occurrence, il est clair que les forêts
d'une année sur l'autre, ça peut bouger. Les sentiers, d'une année sur l'autre, ça peut un petit peu bouger. Les routes, pas trop, mais potentiellement, ça peut un petit peu. Voilà, la végétation peut changer, les ruisseaux peuvent être à sec, alors que si on est en plein été, alors qu'en plein hiver, il coule énormément. Donc tout ça, en fait, il faut se méfier. Donc une carte, certes, ça représente au plus fidèle ce qu'on voit sur le terrain. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que ça sera exactement ce que vous trouverez sur le terrain. La seule chose, la seule vraie chose qui ne change jamais sur une carte et qui sera valable sur n'importe quelle carte, si elle a bien été conçue, mais les instituts géographiques nationaux, divers et variés, cartographiques nationaux, divers et variés, ils font très bien leur travail. C'est dans la très grande majorité des cas, on n'est plus sur des très très vieilles cartes. C'est le relief. Le relief qui est indiqué sur une carte, il est réel. C'est-à-dire que c'est la seule chose. Donc définir et comprendre donc, ce qu'on voit à l'écran là maintenant pour pouvoir essayer d'imaginer quel va être le relief que vous allez pouvoir avoir sur une carte, ça c'est la chose qui ne changera jamais sur une carte, quelle que soit sa date. Donc ça c'est important. Et en plus de ça, ce qu'il faut dire par rapport au cartographique, un petit peu de chauvinisme ne nuit pas, c'est que on considère, à tort ou à raison, mais plutôt à tort quand même, plutôt à raison quand même, que l'IGN, donc les instituts, l'Institut français et l'Institut suisse, on est globalement sur les meilleures cartes qu'on puisse trouver et les plus précises qu'on puisse trouver. Alors, dans un autre webinaire avait été évoqué les cartes russes, je crois, les cartes russes qui étaient très très précises. Certes, elles étaient très précises, mais par contre, effectivement, j'en avais regardé aussi moi comme l'autre intervenant, et c'est très très compliqué à lire parce que il y a plein d'éléments en fait qui ont été choisis au niveau de l'IGN notamment pour essayer de simplifier la visibilité de la carte pour qu'on puisse mettre les choses visuellement beaucoup plus facilement. Enfin voilà, donc voilà sur la carte. Donc tout est sur la carte. Il y a des choses qui peuvent varier, mais en tout cas, on peut déjà déterminer énormément de choses sur la carte. Donc voilà la première chose que je voulais vous dire. Et après, du coup, on va réfléchir un petit peu à la méthodologie. Et sur la méthodologie, ce que je vais faire, c'est que la méthodologie, c'est quoi? C'est le fait que on a notre carte. Par contre, on veut faire une sortie. Donc, on veut faire une sortie, donc il faut la préparer, cette sortie. Donc, pour préparer cette sortie, on a plusieurs solutions. Préparer la sortie, avant, ce qu'on faisait, c'était tout simplement, on prenait la carte, on essayait de lire la carte, comme je vous ai un petit peu appris à le faire, mais très, très succinctement. Et on essayait de se dire, tiens, je vais essayer de passer par là, et on dessinait sur la carte, etc. etc. Donc ça, c'était avant. On le fait encore maintenant. Moi, encore le premier, je continue à utiliser la carte, pour imaginer des itinéraires. Mais après, on a aussi d'autres solutions pour le faire, qui nous simplifient un peu la vie grâce aux outils informatiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais partager mon écran pour vous montrer deux ou trois autres choses, notamment sur le... Alors, ça y est, je suis sur l'écran maintenant. Donc, je vais enlever ça. Et par contre, je vais vous mettre... Donc là, ce qu'on a ici, c'est le géoportail. Donc, le géoportail, c'est l'IGN. C'est le site, donc vous l'avez ici, www.geoportail.gouv.fr, qui permet déjà d'avoir les cartes de toute la France de manière totalement gratuite. Et si on fait quelque chose de très simple qui est en cherchant, alors on peut chercher directement sur la carte, mais c'est quand même très très compliqué. Sinon, si on a dans l'idée d'aller faire une randonnée, par exemple, imaginons, on va rester pyrénéo-pyrénéen. Donc sur la Reims, commune de montagne du côté de la vallée d'Ossau. Et ce qui s'affiche en fait directement, c'est qu'en tapant la Reims, ça va nous bloquer sur la ville de la Reims. Et suivant le niveau de... Et là, donc là, je vais avoir défini par exemple la carte IGN. Ça, c'est la carte IGN classique de la Reims. Et si on dézoome, on va avoir des cartes IGN. Alors, hop, on dézoome encore un tout petit peu. Normalement, ça devrait... Hop.
On ne peut pas plus. Mais si on zoome un petit peu plus, on va avoir donc du coup la carte, et comme je vous disais tout à l'heure, donc va être représentée, donc c'est exactement la même carte papier que la carte papier, pardon, sauf que bah, du coup, là c'est la carte de là où on veut aller, ou de là où on est, comme on veut, et sont signifiées exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que là, du coup, c'est un petit peu plus précis. Alors par contre, excusez-moi, dans l'autre sens, c'est un petit peu plus précis, mais là vous voyez qu'on peut définir, ici on voit en bleu qu'il y a les cours d'eau. On voit qu'ici, il y a une citerne d'eau. Ça, c'est une convention pour une citerne d'eau. Ici, on a une source. Donc ça, c'est pour la partie. Ici, on a parti sur la partie végétation. On voit qu'on a une végétation qui est marquée, d'autres végétations qui sont plutôt des prairies. On a les routes, donc comme on disait, qui étaient en noir, etc. Et alors, excusez-moi, les éléments de bâti, ce qu'on appelle de bâti, une école, un collège, le cimetière, la centrale électrique, le château, etc., etc. Donc tout ça, c'est inscrit sur les cartes. Et on a aussi les sentiers qui sont indiqués. Donc les sentiers, donc ça va être des sentiers. Donc ça va être plutôt une piste ici, qui là, ça va être plutôt un chemin, donc en noir. Après, il y aura des chemins plus ou moins petits. Et aussi sont définis sur les cartes top 25. Donc là, le partenariat qu'on a aussi donc là, avec la FF Randonnée, c'est que vont être définis l'ensemble des GR et des PR, donc des sentiers de grande randonnée et de petites randonnées labellisées par la FF Rando, qui sont indiqués en rose sur la carte. Donc ici, on a le GRP Tour de la Vallée d'Ossau, par exemple, donc le GR de pays du Tour de la Vallée d'Ossau. Mais on a aussi d'autres sentiers, ici, qui sont labellisés sentiers PR, donc qui sont des sentiers locaux, communaux, et qui sont aussi représentés sur la carte et balisés. Donc, c'est bien des sentiers qui sont balisés. Et par contre, on a d'autres sentiers qui sont non balisés, comme par exemple ici. Donc là, c'est non balisé, etc., etc. Donc voilà, donc ça, c'est la carte. Ça, c'est l'équivalent d'une carte papier, mais sur ordinateur, avec des niveaux de zoom qui peuvent être choisis. Et c'est tellement puissant qu'on peut faire plein de choses, vu qu'on peut aussi, par exemple, définir, si on veut savoir, on peut définir d'avoir, par exemple, les parcelles cadastrales. Donc ça, c'est une possibilité. Donc si on le met, est-ce que je peux le mettre rapidement par ici? Là, on ne l'a pas. Alors, tac, je vais enlever la carte. Je vais... Tac, tac. Alors, il y a des outils comme calculer un itinéraire, etc., etc. Et il y a voilà, plus de données, c'est plutôt ça que je voulais. Voir tous les fonds de carte. Et là, celle-ci, elle ne veut pas se mettre pour l'instant. Ah, mais parce qu'en fait, il faut que je dézoome. Pardon, excusez-moi. Hop. Et voilà. Et là, du coup, on a la parcelle, l'ensemble des parcelles cadastrales de la zone du côté de la Reims, qu'on avait tout à l'heure, qu'on avait ici, voilà, qui sont définies. Donc ça, c'est aussi une possibilité, mais il y a plein d'autres choses, la carte du relief, les cartes géologiques, les cartes IGN, les limites administratives, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que Géoportail, c'est quand même un outil qui est très puissant et qui permet du coup de préparer son itinéraire assez facilement. Ensuite, une autre possibilité aussi que certains utilisent, c'est Google Earth. Donc Google Earth, ça marche très bien aussi. Google Earth, c'est quoi? En fait, c'est une vue sous forme de photographie aérienne, et donc du coup plus ou moins précise en fonction de ce qu'on cherche. Donc là, si par exemple on va dans la barre de recherche, donc ça c'est à télécharger, c'est un logiciel à télécharger directement, mais qui est gratuit. Et si on va sur pareil sur la Reims, on va aller sur le même lieu, histoire de définir la même chose. On va rechercher la Reims. Et il va se mettre à zoomer, jusqu'à arriver dans la zone de la Reims. Alors là, on est encore sur un niveau de zoom qui est important. Donc là, hop, je vais rezoomer un petit peu plus, donc avec la photo aérienne. Et le gros avantage qui permet à beaucoup de monde, donc c'est bien des photos aériennes, donc on ne peut voir par contre, bien évidemment, que ce qui est visible en photo aérienne.
Et ce qui est très très intéressant avec Google Earth, c'est on peut avoir une représentation de la 3D. Donc du coup, on peut s'imaginer, en zoomant, on peut s'imaginer effectivement ce à quoi ça va ressembler précisément sur le terrain. Si on zoome, on voit que ici, donc visiblement, il y a une piste, que là, il n'y a pas de forêt, que un petit peu plus loin, si on avance, on a un village qui est ici, qui s'appelle Disto, qui continue sur quelque chose qui, a priori, ressemble à une piste ou à une route, et qu'en tout cas, un petit peu plus loin, là, on a une piste qui est plus importante. Donc, ça, c'est quand même aussi un outil pour imaginer l'itinéraire qu'on va faire, qui est quand même très, très, très intéressant et qui permet de combiner avec d'autres, avec effectivement les autres outils type carte, etc. Et qui est quand même très, très, très intéressant. Donc, si on dézoome, là, vous voyez, hop, on dézoome un petit peu et hop, on peut naviguer un petit peu partout dans le paysage et voir qu'il y a des montagnes un petit peu plus loin. Donc, lorsqu'on ne connaît pas du tout le lieu où on va aller, eh ben, ça peut donner des très très bonnes idées. Et il y a même des agences de voyage qui créent des séjours directement via Google Earth. Donc voilà, donc ça c'est une solution et c'est très intéressant pour les vues 3D. Et ensuite, donc si on revient par contre sur le diaporama maintenant, s'il vous plaît, sur le diaporama, donc ce qu'on a en plus, donc en plus de ces outils-là, c'est qu'après on a ce qu'on appelle des logiciels de cartographie qui sont dédiés, donc des choses qui sont à télécharger ou à acheter, etc., etc. Donc il y en a plusieurs, hein, il y en a différents. L'un des premiers en fait en France, ça s'appelait Carto Explorer, c'était développé par l'IGN. Maintenant, ça fonctionne encore, mais de moins en moins, on va dire, de moins en moins parce que du coup, c'est un peu obsolète, ça n'a pas été continué à être développé, mais c'est toujours intéressant. Là, moi, je vous ai présenté un que j'utilise beaucoup, mais c'est pas le seul. Hein, attention, c'est pas du tout le seul. C'est pas du tout le seul. Donc là, c'est Garmin Basecamp. Et du coup, bah, cet outil va vous permettre d'imaginer aussi votre itinéraire sur une base de cartographie, et il va vous permettre de télécharger des traces, des itinéraires, on va dire, on va pas parler de traces pour le moment, des itinéraires, de mettre des points particuliers, de les classer, de les créer, de les couper, etc., etc. Donc le gros avantage de ça, c'est que c'est non lié à Internet, vous l'avez directement sur l'ordi ou sur votre tablette, etc., etc. Il y a une gestion entre guillemets facile de ces tracés, donc de ces itinéraires, parce que bah, du coup, on peut les couper assez facilement, etc., les créer, etc. Et par contre, les inconvénients qu'il y a, c'est que souvent, il n'y a pas de cartographie qui est présente. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas la carte IGN, le fond de carte, ce qu'on appelle le fond de carte, c'est-à-dire ce que je vous montrais tout à l'heure, qui est directement de base. Donc, soit il faut le télécharger, ça peut être payant, ça peut être gratuit. Donc, la cartographie IGN en tant que telle, elle est payante. Là, typiquement, ce que j'utilise comme cartographie, donc avec d'autres conventions, comme vous voyez, il y a d'autres conventions là-dessus qui montrent la forêt, qui montrent les chemins, qui est différente. Mais du coup, cette cartographie, donc elle est pas forcément moins précise, en tout cas, elle est différente. Elle est sûrement un petit peu moins précise quand même. Bon, celle-ci, par contre, elle est payante. Mais du coup, on perd un petit peu en précision. Mais bon, c'est quand même très intéressant. C'est quand même très intéressant à utiliser. Ça permet de bien préparer son itinéraire. Ensuite, dans la diapo suivante, donc je vous parlais d'exemples de logiciels cartographiques, mais aussi donc via Internet, on a plein d'applications cartographiques directement sur l'IGN. Donc typiquement, j'en ai listé quelques-uns, donc comme Iphigénie, CityTrail, Strava, OpenRunner, etc., etc. Donc ça va parler à plein de gens, je pense, hein, là-dessus. Donc ils sont le plus souvent dédiés à certaines
à certaines pratiques, on va dire, où ils appuient sur certaines pratiques, mais globalement, ils sont tous un peu utilisables. Donc, tout de la même manière, donc, le plus souvent, ils sont gratuits avec une cartographie gratuite type OpenTopoMap, qui est une cartographie, comment dire, collaborative là-dessus, ou alors elle est dédiée directement sur l'application. Mais par contre, pour avoir d'autres cartos comme l'IGN, donc comme je vous disais, ou des fonctions de créer plus précises d'édition et de création d'itinéraires, c'est souvent payant, donc soit au mois, soit à l'année. Et donc voilà. Donc après, il y a des interfaces qui sont que certains vont trouver plus ou moins agréables, etc. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, la meilleure application pour soi, c'est bien celle qu'on maîtrise et c'est bien celle qu'on apprécie. Donc il n'y en a pas forcément de mauvaises, il n'y en a pas forcément de bonnes. Il y en a certaines qui sont plus faciles pour différents pays ou pour différentes zones, mais il y a plein de choses. Donc par contre, souvent, effectivement, donc elles sont liées les avantages, c'est qu'elles sont liées à des applications smartphone. Donc on peut transférer les données assez facilement entre les deux. Et l'inconvénient, c'est que effectivement, directement sur Internet, parfois la gestion des tracés, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus fastidieux et ça nécessite une connexion Internet. Ensuite, une fois que donc on a ces applications-là, donc on va passer à la diapo d'après. Et donc, on a notre carte, on a nos logiciels de carto, on a nos applications, on utilise GeoPortail, etc. On a soit construit notre trace, donc ce qu'on a fait tout à l'heure, ce qu'on a imaginé faire tout à l'heure, ou sinon on peut récupérer des tracés qui ont été faits par d'autres et les transférer directement dans ces outils. Donc les traces, on peut les trouver dans plein de choses différentes. Donc certains sont liés directement à des applications cartographiques, d'autres pas du tout. Donc on peut les récupérer soit sur des sites institutionnels ou fédéraux, type, donc là par exemple pour la FF Randonnée, donc GR Access, qui permet d'avoir accès à la base de données des sentiers de grande randonnée de la fédération. Mais on peut aussi les récupérer sur des blogs perso, sur des sites collaboratifs. Donc j'en ai cité un certain nombre, mais c'est absolument pas exhaustif. Là aussi, je pense que certains en utilisent. Certains disent sûrement que Visorando c'est le mieux, ou Strava c'est super, etc., etc. Oui, certains, on est plus à l'aise avec certains et pas avec d'autres, parce que ça correspond plus à notre pratique. Mais effectivement, c'est intéressant d'en tester plusieurs et de voir ce qui nous intéresse. Et donc, on récupère ces traces. Donc, on appelle ça des traces, en fait, les itinéraires qui ont été faits par d'autres ou créés par d'autres et qu'on va réinjecter dans un outil cartographique. Donc, c'est des traces ou des tracés. Donc, le tracé, c'est par convention, c'est la chose qu'on a construit soi-même et qui est construit soi-même. Et la trace, c'est quelque chose qu'on a réalisé par ailleurs. Et c'est comme si, en fait, vous avez mis des petits cailloux le long de votre chemin. Et à la fin, ça définit en fait une trace qui est récupérée au niveau des outils. Et ces traces-là, donc, qui sont faites par d'autres, on peut les récupérer sous une forme de fichier particulière qui s'appelle le fichier GPX, un point GPX. Et ce point GPX, c'est un fichier d'échange qui est traditionnellement utilisé et communément acquis pour l'ensemble des outils cartographiques, sauf Google Earth, dont le fichier est un point KML. Et du coup, effectivement, ce point KML n'est utilisable que par Google Earth et pas par les autres, et vice-versa. Donc voilà. Et après, du coup, forcément, on le remet sur sa carte papier, sur son GPS et sur son smartphone. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à aller sur le terrain avec ces outils-là. Alors, diapo suivante du coup. Donc, quels outils on va utiliser? Donc maintenant, ça va être ça. Alors, je ne pouvais pas me permettre de vous parler des outils, de tous les outils cartographiques qu'on va utiliser sur le terrain sans parler de la carte papier. Alors, vous allez me dire pourquoi continuer à utiliser une carte papier alors qu'on a plein d'autres choses comme des applications, comme des smartphones, des GPS, des choses comme ça, parce qu'elle a quand même des avantages. Elle a quand même beaucoup d'avantages et elle a des inconvénients évidemment, hein, ça, bien évidemment. Et donc, j'ai essayé de lister un petit peu les avantages et les inconvénients d'une carte papier. Alors, les pour, c'est qu'effectivement, c'est idéal de l'avoir à la maison pour prévoir son itinéraire à la maison. Parce qu'elle est très détaillée, parce qu'elle est légère, elle n'est pas chère. Alors, elle n'est pas chère, effectivement, au bémol que
Ça coûte un petit peu lorsqu'on est sur un très longue durée de plusieurs dizaines de jours et des choses comme ça, où du coup on va avoir beaucoup de cartes, mais quand même ça donne une bonne vision d'ensemble de là où on est. Parce qu'on en reviendra après sur les GPS, mais il y a un effet délétère des GPS, mais que vous connaissez aussi sur vos GPS de voiture. Mais donc on en reviendra un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, voilà, la carte papier donne une bonne vue d'ensemble. Elle fonctionne sans réseau et sans pile, donc elle marche toujours. Par contre, elle n'est pas toujours pratique à déplier ou à replier, notamment par mauvaises conditions, quand il y a du vent, quand il y a des choses comme ça. Elle est sensible aux intempéries. Donc évidemment, une carte papier, lorsqu'il pleut, c'est plus compliqué à ouvrir. Bien que les nouvelles cartes sont un petit peu plus résistantes que celles d'avant. Et aussi, alors ce que j'appelle s'auto-positionne pas, c'est-à-dire qu'elle ne, elle ne, elle ne, comment elle ne vous dit pas où vous êtes, mais vous devez bien définir vous-même où vous vous y situez. Et donc, du coup, il faut savoir lire la carte et avoir un peu d'expérience pour la lire correctement et rapidement, pour vous imaginer par rapport à la carte où vous êtes sur le terrain en fonction de ce que vous voyez sur le terrain. Donc, effectivement, donc ça, c'est certain. Mais malgré tout, ça reste quand même une base pour le travail à la maison. En rando, moi personnellement, je vous parle juste de mon expérience personnelle, moi je l'utilise de moins en moins souvent en rando, vraiment tout le temps, pour définir mon itinéraire, quand on est sur place, réellement sur la rando. Mais ça m'arrive encore, je l'ai toujours en arrière-plan dans le sac à dos, au cas où, parce que ça fonctionne sans réseau et sans pile, donc du coup, elle fonctionnera toujours. Donc voilà, mais par contre, effectivement, attention aux mauvaises conditions météo, parce que dès qu'il y a de la pluie, ça devient compliqué. Ensuite, diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va parler maintenant des GPS, parce que bien évidemment, vous connaissez aussi tout ça. Alors, je vais parler au départ des GPS, du GPS dédié, c'est-à-dire que c'est l'outil en tant que tel, GPS, c'est-à-dire que c'est ces outils, ceci et cela. Là, je pense que vous les voyez assez bien. Les GPS dédiés, donc là, c'est de marque d'un fabricant plus que connu parce qu'il fait beaucoup de GPS, qui est Garmin. Il en existe d'autres, hein. Il y a TuNav, il y en a plein d'autres aussi. Et ça a effectivement des avantages et des inconvénients. Toujours pareil. Donc l'avantage, c'est la rusticité. Donc ah oui, je vous en présente quand même deux là ici. Alors vous pouvez voir, c'est quasiment les mêmes. Tac et tac. Il y en a un qui est tactile, l'autre qui ne l'est pas. Il y en a un qui a un écran un petit peu plus grand que l'autre. L'autre a un écran un petit peu plus petit. Tous les deux sont. Alors là, il y en a un qui est branché, l'autre pas aussi d'ailleurs. Et ces outils-là, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que voilà, c'est rustique. Parce que si ça tombe, ça ne casse pas. C'est étanche au choc. C'est peu sensible au choc, globalement étanche et même quasiment totalement étanche. Donc du coup, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des choses comme ça marche, ça continue à marcher. L'hiver, la pluie, etc. Donc ça fonctionne par pile. Ça fonctionne avec des piles. Ça a un accès facile aux coordonnées GPS. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est un GPS. Donc, son but, c'est le GPS en tant que tel. Donc, du coup, il a vraiment il a un bon GPS qui est fait pour ça. Et il permet d'avoir d'autres fonctions avancées de navigation, comme une boussole, comme d'aller à différents points bien définis, comme aller partout sur la carte. Et il fonctionne sans réseau, vu que du coup, il est totalement déconnecté du réseau. Donc voilà, donc ça, c'est les GPS. Par contre, effectivement, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu lourd. Alors, c'est pas non plus immensément lourd. Parfois un petit peu encombrant, pour grosso modo un écran qui est un peu petit. Voilà, on est sur 2 à 4 pouces. Donc, quand vous voyez par rapport à vos smartphones, c'est quand même assez petit. Ça nécessite un apprentissage plus ou moins. Alors ça, c'est à nuancer parce qu'effectivement, ils ont amélioré, mais c'est quand même pas aussi ludique, on va dire, que d'avoir un smartphone ou aussi visuel que d'avoir une carte. Et après, c'est difficile d'avoir une vue ensemble. Forcément, c'est lié au fait que c'est des petits écrans, hein, que c'est compliqué.
Et après, l'un des bémols aussi, c'est qu'effectivement, il y a un coût d'achat qui n'est pas négligeable. Donc, c'est en tarif de base, on va être à 100, 150 euros. Ça peut monter à beaucoup plus. Et souvent, il n'y a pas de cartographie qui est dédiée dans l'outil quand vous l'achetez. Donc, du coup, il faut acheter une carte en plus et qui coûte quand même un peu d'argent. Donc ça, c'est important. Le GPS, voilà, c'est bien. L'avantage, c'est que ça fonctionne sous toutes les conditions. L'avantage, c'est l'autonomie aussi, parce que ça a une autonomie qui, moi, sur ce GPS, ceci, qui est un classique, je peux fonctionner entre 2 et 4 jours de navigation, entre 2 et 4 randos d'affilée, sans recharger les piles. Avec une navigation quasi continue du début à la fin de la fin de la randonnée sur une rando qui dure 7 heures. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Si on l'a de brancher toute la journée, en fait, il va fonctionner. On peut prévoir un jeu de piles en plus, mais quand même, ça va vite. Ça permet de l'avoir. Et donc, ça permet de suivre tout le temps. Là, le mien n'est pas du tout tactile. Vous voyez qu'il y a un petit joystick là, ici. Je trouve assez agréable. Alors, à la fois, c'est moins intuitif. Par contre, l'avantage, c'est que ça fonctionne très bien aussi, même quand il pleut. Quand on a ceux-là qui sont tactiles, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Hop là, pardon. C'est beaucoup plus agréable à utiliser au jour le jour. Par contre, effectivement, dès que l'écran est mouillé, et du coup, ça fonctionne un petit peu moins bien. Et le fait que ça soit tactile, ça utilise un petit peu plus de batterie. Donc parfois, souvent, il y a des autonomies qui sont un peu plus faibles. Donc voilà, donc là, grosso modo, le GPS. Alors moi, j'aurais tendance à penser que le GPS, c'est vraiment l'outil destiné aux baroudeurs. C'est celui qui se sert du GPS pour des treks de plusieurs journées, qui doit pouvoir s'en servir par mauvaises conditions, sur plusieurs jours, donc sans avoir de capacité de recharge, et avec une navigation précise, parce que voilà, le GPS est plutôt très précis et hors sentier. Potentiellement hors sentier parce que du coup on peut l'avoir branché tout le temps et suivre vraiment point par point sans avoir peur que la batterie ne flanche pendant plusieurs heures sans aucun souci si les piles sont branchées. Donc voilà sur le GPS. Et enfin, bien évidemment, on va arriver sur le dernier outil que très certainement vous avez tous, donc qui est le smartphone avec une appli dédiée. Donc voilà, c'est ce qu'on a tous, les uns et les autres, quasiment tous. Donc clairement, et voilà, les pour, c'est des grands écrans, donc on est à 6 pouces et plus, suivant les smartphones. Il y a de la couleur, c'est tactile et intuitif, le fait de bouger, ce slide un petit peu, ça va très vite. Ça s'auto-positionne, donc tout comme le GPS le fait, d'ailleurs le GPS dédié le fait aussi, ça s'auto-positionne, donc du coup on sait tout de suite précisément où on est, donc directement sur la carte. Il y a un gros intérêt aussi, c'est que du coup on a un seul appareil polyvalent, donc à la fois un seul appareil pour les secours, le GPS, la boussole, les photos, appeler au téléphone, etc., etc. Donc c'est des plus et des contre aussi, mais quand même c'est intéressant. Globalement, l'un des pour, c'est que c'est un rapport qualité-prix qui est plutôt intéressant. Alors, pas le prix du smartphone, bien évidemment, parce que ça dépend de vous. Mais par contre, au niveau des applications qui sont dédiées, les applications sont souvent gratuites. Et il y a des abonnements qui incluent la carte IGN et des modules de gestion de tracé pour 10, 15, 20 euros par an, ce qui est somme toute très, très, très faible et qui permet d'avoir de la cartographie à jour assez vite. Et les contres, par contre, c'est qu'effectivement, c'est un peu fragile. Il ne faut pas trop le faire tomber, sauf avoir des smartphones qui sont un peu rigidifiés. Il y a une autonomie très faible, alors je m'entends, c'est très faible lorsqu'on est en recherche d'itinéraire en continu. C'est-à-dire que si on est perdu et qu'on a toujours le nez sur le téléphone pour voir où est-ce qu'on est et où on veut aller, très vite, en fait, pour peu qu'il fasse pas très très beau et tout ça, très vite, ça peut être, la batterie va fondre. Et au bout de 1-2 heures, si on n'a pas plein de batterie ou une batterie additionnelle, ça va commencer à être un peu limité. Après, c'est alors non manipulable, c'est pas tout à fait, mais c'est plus difficile de les manipuler avec des gants ou si l'écran est mouillé. De la même manière, au niveau autonomie, dès qu'il fait froid,
ça baisse un petit peu en autonomie aussi, et ça, on peut pas vraiment le mesurer parce que c'est pas du tout des choses qui sont mesurées par les fabricants de smartphones. Et ça dépend vraiment de votre smartphone. Tout comme le GPS, la qualité du GPS, elle est variable. Et donc, effectivement, elle va dépendre des appareils, mais ça, c'est une donnée qui est quand même très, très difficile à trouver, à trouver par ailleurs et dans les descriptifs de smartphone. Et ça, bah, on tombe un petit peu dessus quand on a notre téléphone. Et effectivement, donc ça nécessite du réseau ou de télécharger des pans de carte au préalable. Donc, donc il ne faut pas oublier que bien qu'on a un smartphone, ça ne veut pas forcément dire que on aura la carte qui va bien en face, parce que potentiellement, on n'a pas de réseau. Et si on n'a pas de réseau, bah, du coup, et qu'on n'a pas téléchargé la carte au préalable, bah, du coup, on n'aura pas de cartographie. Donc, le smartphone saura où vous êtes, mais ne saura pas forcément vous montrer ce qu'il y a autour de vous. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ça nécessite aussi une préparation. Donc, c'est pour ça que le smartphone, tout comme les autres outils, en fait, c'est un outil qui a des gros avantages, qui a des gros inconvénients, et qui a des gros inconvénients, qui a des gros avantages et des inconvénients, et il faut faire attention là-dessus. Donc, pour moi, ça touche un public qui est hyper varié, qui va du débutant à l'expert. Ça ne suffit pas totalement à lui-même, parce que c'est bien d'avoir une carte à côté au cas où on n'aurait plus de batterie. C'est bien de savoir lire une carte aussi pour définir et essayer de comprendre ce qui est marqué sur le smartphone et sur le smartphone et sur la cartographie que vous avez derrière, et de maîtriser quand même les techniques malgré tout d'orientation. Et il faut faire surtout très attention au niveau de la batterie pour les sorties longues et en conditions froides, parce que ça peut aller très vite de ne plus avoir de batterie. Mais ça reste quand même un outil et un outil qui est particulièrement utilisé, qui est particulièrement agréable à utiliser. Moi, au jour le jour, c'est vrai que c'est quasiment ce que j'utilise le plus, en ayant quand même potentiellement le GPS dans le sac ou une carte, au cas où le smartphone flanche pour diverses raisons. Parce qu'on peut aussi avoir des pertes de réseau GPS, des choses comme ça, et donc du coup, c'est bien d'avoir plusieurs choses à la fois. Et là, donc, je vous ai listé juste à la fin donc les exemples d'applications qui existent. Donc vous retrouvez un peu les mêmes applications cartographiques qui étaient sur ordinateur. Donc voilà, Strava, CityTrail, Iphigénie, Visorando, VisuGPX, Komoot, Outdoor Active. Donc ça, c'est l'ex-ViewRanger pour ceux qui connaissaient ViewRanger. Maintenant, ça s'appelle Outdoor Active. Et etc., etc., etc. Il y en a plein. Il y en a sûrement même encore plus que de logiciels cartographiques. Il y en a de plus en plus. Donc, suivant votre pratique, donc que vous soyez sur des gens qui veulent gérer des entraînements, donc vous utiliserez plutôt telle ou telle application. Si vous êtes plutôt pour des gens, si vous êtes plutôt à faire de la rando et un peu de vélo, bah, ça pourrait être d'autres applications qui correspondront plus à ce que vous voulez. Si vous voulez faire que de la rando pure et dure, donc ça peut être un ou l'autre. Et pareil, et ben, du coup, tout dépend de la carto que vous trouverez, etc. etc. Donc voilà, donc, bah, j'espère qu'avec tout ça, ça vous a un petit peu clarifié s'il était clarifié l'esprit et que du coup, bah, voilà, vous y voyez un petit peu plus clair, en sachant que bah, bien évidemment, bah, pour lire des cartes, pour utiliser des cartographies. Donc, il y a plein de formations qui existent, faites par des professionnels, faites par des clubs, lors de formations, etc., etc. Et que de toute façon, comme je vous disais en introduction, bah, ça sera un peu ma conclusion. C'est vrai que la cartographie et l'orientation, c'est un monde en soi. Et on n'est jamais trop formé là-dessus. Et que bah, voilà, se former, lire des cartes et regarder, c'est vraiment, c'est très intéressant. Et ça vous permettra de vous en sortir dans toutes les situations. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Fred pour cette présentation très complète en une petite heure de temps. Donc bravo pour le challenge. C'était pas évident à tenir, ça mériterait quelques heures de formation, tu en as déjà un petit peu parlé. En tout cas, voilà, tu as vraiment accompli les objectifs où l'idée c'était un peu de vous montrer ce monde de la carte de l'orientation, de vous montrer aussi qu'il est indispensable quel que soit l'outil qu'on utilise, et même si chaque année des progrès énormes sont faits sur notamment les smartphones, les outils numériques, tout ça, c'est génial. Mais c'est indispensable d'apprendre à lire une carte
Et ça passe par de la formation continue. Ça rejoint une question qui est arrivée dès le début d'ailleurs. N'hésitez pas à poser, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions avant qu'on se quitte, avant de se quitter. Mais ce que j'allais dire, donc c'est Nathalie Père qui nous demandait, existe-t-il donc des stages ou des formations pour se familiariser avec la lecture de cartes, de plans? Fred, je vais te laisser un peu rapidement dire ce qu'il en est, mais oui, bien sûr, il existe. Oh, tu aurais pu aussi en parler, vu qu'effectivement, nos deux fédérations en proposent, que ce soit la FF Randonnée, la FFCAM, mais après, les autres fédérations aussi, la FFME, etc., etc. Donc, sur tout ce qui est fédération sportive, donc bien évidemment, on a tous des formations, donc qui vont depuis le début débutant jusqu'au niveau confirmé, avec différents niveaux, etc., etc. C'est de toute façon globalement la base, en tout cas nous au niveau de la FF Randonnée, c'est la base de nos formations, vu que forcément voilà, on fait de la randonnée, donc ça rentre dans toutes nos bases. Il y a aussi des formations GPS, il y a aussi il y a toutes sortes de formations, plus ou moins diplômantes, plus ou moins complètes, pour juste aller pratiquer juste pour soi, être plus à l'aise quand on va encadrer des groupes, etc., etc. Mais oui, il y a plein de formations. En plus des formations proposées par des professionnels après derrière, et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plein de formations très très intéressantes toutes. Voilà. Donc c'est vrai que quel que soit le randonneur qu'on est à un moment donné, pour pouvoir partir en randonnée en sécurité, mais aussi pour gagner en autonomie en fait, ça passe vraiment essentiellement par apprendre à lire une carte, s'orienter, voilà. Et ça rassure aussi, donc c'est vraiment un élément très important. Je vois pas trop d'autres questions, mais le topo était tellement complet que voilà. Donc je crois qu'on va conclure, si tu es OK, Fred. Oui. Donc moi, je vais simplement vous donner rendez-vous pour mardi soir prochain, donc à 19h, pour cette fois-ci savoir comment randonner en montagne en sécurité. Donc pour cela, mon collègue accueillera un intervenant qui sera secouriste en montagne, voilà, qui vous en dira un petit peu plus à ce moment-là. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo si vous voulez essayer de gagner une paire de gants Terre-Nua, on ne sait jamais, voilà. Et sinon, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et encore un grand merci d'avoir été aussi nombreux et d'être aussi nombreux à suivre ces webinaires. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Cécile.